Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Je suis André Loez et aujourd'hui nous parlons de la Révolution française et de ses héritages et des mythes qui lui sont associés, puisque j'ai le plaisir d'être avec Simien. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à Paris 1, ainsi que Guillaume Roubaud-Kouachi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur associé au Centre d'Histoire sociale de Paris 1 et tous les deux vous signez Haro sur les Jacobins. Essai sur un mythe politique français 18e, 21e siècle, publié au PUF dans la collection Questions républicaines. Haro sur les Jacobins, c'est évidemment pas un mot d'ordre que vous assumez. Vous ne dites pas Haro sur les Jacobins, mais vous essayez de comprendre qu'est-ce qui fait que les Jacobins ont une telle place dans l'histoire, l'historiographie et la mémoire de la Révolution. Alors comme Simien, c'est évidemment les Jacobins, un sujet sur lequel on a l'impression que beaucoup de choses ont été écrites, depuis Hollart et Mathieu jusqu'à Michel Vauvel et d'autres. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rouvrir ce dossier jacobin ? Il y a au moins deux bonnes raisons, me semble-t-il. La première, c'est que les Jacobins n'arrêtent jamais de revenir dans l'actualité, chez un homme ou une femme politique, chez des commentateurs de l'actualité, et puis même d'ailleurs dans nos conversations ordinaires, très régulièrement, on agrémente nos opinions sur l'actualité d'un jacobinisme centralisateur ou de jacobin centralisateur, et avec très souvent cette association jacobin, jacobinisme et centralisation. Et ça fait partie de ces idées reçues et de ces mythes légués par la Révolution française, comme par exemple la notion de terreur également. Et il nous a semblé que les connaissances étaient suffisantes aujourd'hui pour essayer de proposer un livre justement qui mettrait en perspective ces idées reçues, les historiciserait également. La deuxième raison, c'est donc celle-là aussi, c'est-à-dire que depuis 30 ou 40 ans, il y a eu de nombreuses recherches qui ont été faites autour des Jacobins, de ce qu'ils étaient, du jacobinisme, de ce qu'il était ou de ce qu'il n'était pas. Et donc, il nous a semblé que la synthèse et la réflexion et puis un essai étaient désormais faisables pour essayer de remettre à plat et d'essayer de proposer quelque chose d'accessible à nos contemporains sur ce mythe du jacobinisme. Synthèse, qui est aussi une déconstruction pour dire tout ce que les Jacobins ne sont pas. D'ailleurs, je crois que c'est le 7e chapitre qui dit ce que sont les Jacobins, mais en fait, il en a fallu 6 avant pour décaper. Et je me suis demandé en vous lisant si, vous le dites d'ailleurs à un moment, si on n'est pas dans quelque chose, peut-être avec une forme d'impuissance historiographique, à se dire on va essayer de démonter, de déconstruire une notion qui est tellement répandue, en sachant qu'en fait, on n'y arrivera peut-être pas, parce que c'est tellement installé dans l'imaginaire que finalement, est-ce qu'on n'est pas dans la situation de médiévistes qui s'épuiseraient à dire que c'était pas moyen le Moyen-Âge, et en fait, le mot est tellement installé que... voilà, est-ce que ça vaut la peine ? C'est une question qu'on s'est posée, mais qui est très décourageante de se dire si on en reste là, effectivement, on fait rien. Il fallait, nous semble-t-il, quand même tenter les choses parce que il y a un certain nombre de savoirs historiques importants qui se sont accumulés et qui méritaient d'être mis en forme dans quelque chose de plus large. Et puis parce que la notion revenant sans cesse dans l'actualité, il nous semblait que c'était une façon d'informer nos débats contemporains également. On est lucide sur le fait que vraisemblablement, il sera encore souvent question de jacobinisme au sens de centralisation étouffante, de centralisation oppressive, etc. Mais si on pouvait essayer de lever au moins un coin du voile, en sachant bien que tout le reste du voile restera, si on peut au moins forcer à réfléchir autour de ça, et puis aussi si on peut amener à la lecture et à une réflexion autour de la Révolution, de ses héritages, de ses legs, il nous a semblé que le jeu en valait quand même la chandelle. Alors bon, je dis tout de suite, j'ai trouvé vraiment ça passionnant, j'ai appris énormément de choses et j'ai compris aussi des choses, et je pense qu'une des choses que votre livre fait comprendre, c'est que le problème au fond des Jacobins, c'est qu'on les prend comme un bloc, comme un mot qui résumerait tout de quelque chose de la Révolution, alors que votre livre montre à quel point c'est pas un bloc, c'est un réseau de signification et aussi un réseau concret de gens qui sont pas tous au même endroit. Les Jacobins, Guillaume Roubaud-Kouachi, c'est évidemment un club qui est situé à Paris, mais c'est aussi des centaines, même des milliers de sociétés jacobines affiliées, plus ou moins directement jacobins, en province. Donc on peut peut-être dire ça pour commencer, que ces jacobins, en fait, ça désigne quelque chose qui est beaucoup plus diffus socialement, spatialement, que ce qu'on imagine. En fait, ce qui est assez frappant, mais ça c'est Côme qui va surtout développer, parce que le révolutionnaire c'est lui. Moi, on a écrit évidemment cet ouvrage à deux, mais je me suis concentré quand même surtout sur les 19e et 20e siècles. Ce qui est assez frappant quand on lit ça, c'est que la difficulté, même, en tout cas c'est ce que j'ai retenu, la difficulté de définir une sorte de jacobinisme, c'est qu'en réalité on trouve plusieurs positions en même temps qui vont dans des sens différents. Donc ça vient questionner la possibilité même de définir un jacobinisme. Donc c'est un peu ça que j'ai trouvé un peu. Mais c'est Côme qui va peut-être dire plus précisément.
Oui, alors effectivement, il n'y a pas d'orthodoxie jacobine, il n'y a pas d'idéologie jacobine qui serait à la fois partagée par tous les jacobins de l'époque de la Révolution française et qui en même temps les différencierait radicalement d'autres forces politiques dans la Révolution française. Ça, c'est un premier point. Mais sur le second point, sur le côté du réseau, c'est effectivement peut-être d'abord et avant tout ça, les jacobins, c'est-à-dire un ensemble de clubs avec une société mère qui est à Paris, qui est rue Saint-Honoré, dans un ancien couvent. Un couvent qu'on appelait jacobin avant même la Révolution. Qu'on appelait jacobin avant même la Révolution, d'où le nom ensuite du club, effectivement, auquel on a donné le nom du couvent dans lequel il se trouvait. Le club lui-même n'ayant aucun lien avec l'ordre religieux qui occupait les lieux avant la Révolution. Mais cette maison mère jacobine, donc, n'est pas seule dans le monde jacobin, puisque, en l'occurrence, c'est près de 6000 clubs au plus fort de la Révolution qui couvrent l'ensemble du pays. Alors, de façon inégale par ailleurs dans l'espace, mais 6000 clubs tout de même, avec près de 500 000 membres. Sur ces 6000 clubs, il y en a 800 qui sont directement affiliés au Club des Jacobins de Paris. Les autres non, mais ils s'y rattachent par des affiliations secondaires, par la lecture de journaux jacobins, etc. Et ces clubs eux-mêmes ont leurs propres affiliations secondaires. Par exemple, le club de Saint-Étienne va aussi bien être affilié avec le club de Paris qu'avec un club à Lyon, etc. Donc c'est tout un ensemble de réseaux et d'échanges qui se fait à la fois dans un sens Paris-province, province-Paris, mais qui se fait en même temps de province à province entre des clubs. Le club, on évoque dans le livre le cas de Lisieux, qui est affilié à des clubs, le club de Paris certes, mais des clubs qui sont littéralement de toute la France, jusqu'en Alsace, jusqu'en Corse même, et tous ces clubs discutent entre eux dans une sorte de réseau politique effectivement de grande portée, comme l'histoire française et même l'histoire européenne n'en avait jamais connu avant la Révolution française. Alors il faut insister sur ce point parce que c'est évidemment le contre-argument fondamental face à l'idée d'un jacobinisme centralisateur, c'est que c'est vraiment un réseau qui fonctionne de façon avec évidemment un lieu central parce qu'il y a les députés qui viennent aux séances du Club des Jacobins et qui siègent à la Convention, donc évidemment ça donne une forme de centralité, mais il y a quand même cette étendue géographique, on n'est pas du tout dans une volonté de suprématie parisienne. Non, et alors là-dessus, il y a deux choses, c'est-à-dire que dans la constitution de ce réseau, ce réseau, il se fait pas par imposition ou création venue d'en haut, venue de Paris, c'est-à-dire que les créations sont locales, elles sont voulues par des révolutionnaires à l'échelle locale, et une fois le club fondé à l'échelle locale, ça peut être dans une grande ville comme dans une petite ville, il faut se faire avoir en tête qu'en l'an 2, en 93-94, c'est la totalité des villes de plus de 2-3 000 habitants qui ont un club, mais ces fondations, elles se sont faites d'abord spontanément par en bas principalement, et les clubs, une fois créés, demandent leur affiliation au Club des Jacobins de Paris. Le Club des Jacobins de Paris n'impose pas de création, et il devient même réticent à accorder ces affiliations précisément en 93-94, c'est-à-dire là où on imagine que le jacobinisme est farouchement centralisateur, c'est l'époque du Comité de salut public, de la Convention, de Robespierre, Saint-Just, Couthon, etc. À ce moment-là, le Club des Jacobins accorde beaucoup moins volontiers qu'avant ces affiliations, et il y a à ce moment-là, effectivement, beaucoup plus de refus d'affiliation que d'affiliation à proprement parler. Alors, si on reprend l'histoire depuis son point de départ, c'est un club qui est né en 1789, qui a une préhistoire en quelque sorte, que vous restituez aussi dans le livre, en montrant qu'il y a des héritages venus d'outre-Manche et d'outre-Atlantique. Le mot même de club, il vient du monde anglophone, et donc le Club des Jacobins, c'est pas le seul qui se crée à ce moment-là, il devient le plus important, mais c'est pas le seul qui se crée. Mais en fait, c'est la transposition dans le paysage révolutionnaire français d'une pratique sociale, culturelle, politique qui est née dans d'autres contextes. Oui, en réalité, alors ça nous a amené à une discussion, notamment des théories d'Augustin Cochin, qui au début du XXe siècle avait imaginé que l'origine du Club des Jacobins se situait plutôt dans la pratique des salons mondains du XVIIIe siècle, des loges maçonniques, des académies provinciales, des sociétés de lecture. En réalité, les travaux récents, et je pense notamment au travail paru au début des années 2020 par Michael Poff, qui s'appelle Friends of Freedom, a bien
montrer, alors c'est pas le seul travail, il y en a d'autres qui ont réfléchi à tout ça également, que l'origine des Jacobins se situe d'abord dans l'histoire des clubs. Et le club comme lieu de sociabilité, comme lieu où faire de la politique, où s'organiser pour la politique, où peser sur la politique, c'est pas quelque chose qui est ancien dans l'histoire française. Concrètement, les clubs apparaissent véritablement en France dans la décennie 1780, donc dans les dernières années avant la Révolution française, et même les clubs directement politiques naissent véritablement en France dans les années 1787-1788, donc sur le seuil de la Révolution, et d'ailleurs souvent en lien avec la question de l'esclavage. On pense à la Société des Amis des Noirs, par exemple, fondée par Brissot, Clavière, où on retrouve bien des futurs révolutionnaires. Et ce modèle-là, en fait, ils l'ont emprunté à un modèle qui vient d'abord d'Angleterre, puis qui est repassé par l'Amérique. Alors les clubs sont apparus comme lieu d'engagement politique en Angleterre, à la faveur des deux révolutions anglaises du XVIIe siècle, mais on était alors surtout sur des clubs qui étaient des lieux qui pouvaient aussi bien être des lieux de loisirs, de divertissement, mais aussi des lieux d'engagement politique sur fond de la tradition parlementaire anglaise du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle. Mais ce modèle s'est enrichi récemment des événements de la Révolution américaine à partir des années 1760. À partir de 1765 et de la naissance d'une association politique qui s'appelle les Fils de la Liberté à Boston, on a vu se mettre en place des clubs qui fonctionnent en réseau précisément, avec une coordination politique à une échelle plus large pour essayer de gagner en efficacité politique. Et ce modèle-là qui naît de la Révolution américaine dans les années 1760-1770 retourne en Europe, ensuite d'abord en Angleterre, puis s'introduit assez tardivement en France dans les années 1787-88, et les Jacobins sont redevables de cette histoire voilà, à bien des égards. Ah, ils sont redevables de bien d'autres aspects, on ne peut pas faire toute la généalogie du club. On peut peut-être dire que Jacobin, c'est le nom ordinaire qui lui est donné à cause du lieu, mais qu'il y a eu plusieurs noms, mais il y a un nom marquant, c'est la Société des Amis de la Constitution, qui est en fait le nom officiel principal de ce club, qui est un club fondamentalement au départ pour des députés, par des députés, pour préparer les séances de l'Assemblée, pour les rendre plus efficaces et pour faire de la politique au sens institutionnel du terme. C'est pas au départ une sorte de société populaire en dehors du monde des élus qui viendrait peser sur elle comme on l'imagine parfois. Non, c'est des élus eux-mêmes qui se rassemblent et puis progressivement ça s'élargit. Oui, en fait, c'est même l'origine la plus directe de ce club des Jacobins qui naît véritablement du besoin des patriotes, c'est-à-dire le côté gauche de l'Assemblée nationale constituante, de peser dans le débat politique à un moment qui est celui de l'automne 89, on est en fin novembre, début décembre 89, où les patriotes ont du mal à peser face au côté droit de l'Assemblée nationale et ils cherchent comment faire pour reprendre un peu l'initiative politique qu'ils avaient pu avoir en juin, juillet, août 1789. Et c'est à ce moment-là, fort de l'expérience clubiste de certains d'entre eux, fort des modèles anglais et américains qu'on vient d'évoquer, qu'ils donnent naissance littéralement à ce club qui, au point de départ, est un club de députés de l'Assemblée nationale. Là, on est vraiment sur quelque chose que l'Angleterre a connu au XVIIe ou XVIIIe siècle, où les Whigs et les Tories avaient aussi leur club, qui étaient des lieux de préparation du débat d'Assemblée, où on se met d'accord à l'avance, où on débat ensemble de la matière même de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire de la loi, pour peser davantage dans le débat. Et c'est seulement ensuite, dans un second temps, que ce club va s'ouvrir à des gens qui ne sont pas députés, avec cette idée qu'en fait comprennent très bien les révolutionnaires de l'époque, qui est que si on est dans un moment où on en appelle à la nation souveraine, à l'opinion publique, on est à un moment aussi où accessoirement, en proclamant le règne de la loi, on dit aussi que nul n'est censé l'ignorer, eh bien il y a cette idée qu'il faut faire de la pédagogie politique, c'est-à-dire qu'il faut répandre le message révolutionnaire, répandre les principes révolutionnaires. Et donc, dès l'hiver 1790, les Jacobins de Paris, à l'origine, c'est 100, 200, bientôt 300 députés qui se rassemblent là, adoptent un règlement qui a été rédigé par un très modéré, Barnave, et qui explique précisément que ce sera l'un des enjeux du club, c'est-à-dire de faire de la pédagogie politique. Et dans ce cadre-là, on va s'ouvrir à des gens qui ne sont pas députés, effectivement, pour influer sur l'opinion publique, tout simplement. Autre point très important, ces débuts de révolution, on n'est pas dans un club qui est marqué par une radicalité idéologique républicaine absolue. L'image des Jacobins sera celle-là par la suite, mais pour l'instant, aux Jacobins, à la Société des Amis de la Constitution, siègent des gens
qu'on trouvera plus tard parmi des modérés, voire des monarchistes, qu'on trouvera parmi les Girondins adversaires dans l'imaginaire collectif des Jacobins, pour la plupart ont été membres du club des Jacobins. Oui, alors c'est vrai que si on prend la photographie initiale, fin 1789, début 1790, des députés qui sont dans le club, ça fait un drôle d'effet, parce que il y a là des personnes qui bientôt vont s'accuser des pires choses et qui bientôt n'hésiteront pas à dénoncer les autres et puis d'une façon ou d'une autre jouer un rôle dans l'élimination des uns et des autres. Mais fin 89, début 90, cette famille-là, qui est la famille patriote au sens le plus large possible, est encore en partie unie dans ce club, et on retrouve aussi bien des gens comme Lafayette, très modéré, comme Mirabeau, patriote également, qui bientôt quittera le club. On retrouve des gens comme la plupart de grandes figures girondines futures, comme Pétion par exemple, qui sera un maire girondin de Paris, et puis on trouve bien sûr des gens comme Robespierre, mais il y a un peu toute la famille patriote. Et puis bientôt les divisions vont gagner. Il y a une première scission en 1790, quand est créée notamment par Mirabeau la Société de 1789. Il y aura une deuxième scission en 1791 avec Varennes, quand s'éloigneront les gens qu'on va appeler les feuillants, qui fonderont un autre club dans lequel on retrouve là plutôt des gens qui vont être favorables à une monarchie dans laquelle Louis XVI aurait quand même un pouvoir conséquent. Mais c'est vrai aussi que jusqu'à l'automne 1792, les Girondins font partie de ce club. On les appelle pas vraiment Girondins avant l'été 1792, mais ceux qu'on appellera bientôt Girondins sont au club des Jacobins jusqu'à l'automne 1792, et parmi les figures les plus en vue. Brissot, qui est sans doute le Girondin, une des figures les plus fortes du mouvement girondin. À la fin de l'année 1791, début de l'année 1792, Brissot remporte un débat très vif au sein du club des Jacobins contre Robespierre sur la question de la guerre, que Brissot appelle de ses voeux, que Robespierre refuse. Et à ce moment-là, c'est Robespierre qui est en position de minorité sur cette question face à l'ensemble des futurs Girondins qui sont dans le club à ce moment-là. Alors ce qui est passionnant, c'est qu'on voit qu'il y a cette diversité interne des Jacobins qui va jamais disparaître totalement, mais qui est très marquée au début de la Révolution. Mais malgré cette diversité interne, ça devient aussi assez vite une étiquette réductrice maniée par les adversaires des patriotes les plus affirmés. Et donc, dans la presse monarchiste, on va trouver des rubriques comme « Ce qui s'est dit aux Jacobins » ou « Voilà les derniers méfaits des Jacoquins ». Autrement dit, Jacobin naît moins comme une identité assumée par les gens qui en font partie que comme une étiquette utilisée par leurs adversaires. Oui, et d'ailleurs, au point de départ, c'est leurs adversaires qui les appelleront les Jacobins en référence au couvent, et les Jacobins finiront par se saisir eux-mêmes de cette appellation. Mais c'est vrai que la presse royaliste les a très vite dans le collimateur, et en l'occurrence, va effectivement développer des rubriques de presse et rendre compte régulièrement de ce qui se passe dans le club, et inventer des mots pour ça. Alors, il y a Jacoquin qu'on vient d'évoquer, et les journalistes royalistes parlent aussi de la jacobinière, les jacobites, enfin, on décline un peu de toutes les façons, jusqu'au moment où, au printemps 1791, on voit apparaître le terme de jacobinisme, c'est-à-dire que le terme de jacobinisme est forgé par les journalistes contre-révolutionnaires au point de départ pour dénoncer ce qui se joue dans le club, parce qu'au fond, ces gens qui se retrouvent là, dans ce club à Paris, comme dans les clubs jacobins de province, c'est a priori tout ce que détestent les contre-révolutionnaires. Ce sont des gens qui ont fait le choix de la révolution, des gens qui sont du côté gauche, des gens qui souhaiteraient que la révolution puisse aller encore plus loin, qui se réunissent, qui pèsent dans le débat pour ça, et donc ça devient l'ennemi politique numéro 1 pour les contre-révolutionnaires, effectivement. Alors du côté jacobin, il y a une question qui se pose. Si on est un révolutionnaire et donc qu'on est favorable à l'égalité, à quel montant on fixe la cotisation du club ? Et là, c'est quand même une contradiction assez centrale dans la Révolution. La Révolution, c'est qu'elle a distingué assez vite des citoyens actifs et passifs, actifs qui votent, passifs qui ne votent pas. Si on est donc dans une société politique qui vise à affirmer la Révolution et l'égalité comme une des valeurs révolutionnaires, est-ce qu'on peut exclure des gens en fixant une cotisation relativement élevée ? Comment ça fonctionne ? Les Jacobins sont à cet égard, là, c'est une bonne illustration du caractère longtemps assez modéré du club finalement, puisque quand le club naît à Paris, il va certes admettre des non-députés rapidement, mais il va fixer au point de départ un seuil de cotisation très élevé, qui concrètement restreint l'accès au club aux gens de la bonne société. C'est-à-dire qu'on retrouve d'abord là l'élite patriote dans ce club, et c'est exactement la même chose qui va se passer en province, c'est-à-dire que les clubs de province qui naissent en 1790, 1791, ce sont des clubs qui, au fond, protègent l'élite patriote par une barrière assez élevée, de la même façon que durant ces années-là, il y a effectivement une citoyenneté politique à deux vitesses, avec les citoyens actifs qui ont les droits politiques, voter, élire, être élus, et il y a les citoyens passifs qui ont des droits civils, mais pas les droits politiques. On retrouve au fond ça à ce moment-là. Alors,
dès le départ, quand même, pour peser sur l'opinion publique, les clubs jacobins, notamment en province au point de départ, vont faire quelques séances publiques. Souvent, c'est une séance par semaine au point de départ. On voit ça dès 1790, mais là, c'est des séances qui relèvent quasiment du cours magistral. C'est-à-dire que ce jour-là, on accueille des gens au-delà des membres à proprement parler du club, et puis on leur lit la loi, et puis on leur lit la presse, etc., pour qu'ils se fassent aux idées révolutionnaires. Il va falloir attendre l'automne 91 pour qu'à Paris, on décide que des spectateurs pourront assister à chaque séance du club des Jacobins, toujours dans cette idée de faire une sorte de pédagogie politique plus large. Mais la Révolution va rebondir quand même très sérieusement à l'été 1792. On est dans l'été où la patrie est déclarée en danger, la guerre se passe très très mal, l'avenir de la Révolution est en jeu, c'est aussi l'été de la chute de la monarchie. Et à ce moment-là, concrètement, on a besoin de toutes les énergies révolutionnaires possibles pour défendre la Révolution, défendre ce qui a été fait depuis 89. Et on va voir les clubs s'ouvrir à des gens qui, jusque-là, n'en avaient pas été membres parce qu'ils n'en avaient pas les moyens. Et donc, à partir de l'été 1792, précisément dans cet appel aux énergies populaires pour défendre la Révolution, on va voir les seuils de cotisation baisser progressivement, sans disparaître pour autant. Et ça va quand même permettre, à partir de 1792, 93, 94, une sorte de démocratisation du recrutement des sociétés populaires. Il ne faut pas imaginer, par contre, que cette démocratisation a été totale, c'est-à-dire qu'on va voir entrer dans les clubs jacobins et dans l'univers jacobin des gens qui appartiennent aux classes moyennes inférieures, concrètement des boutiquiers, des artisans, certains paysans par exemple également. Par contre, les ouvriers, les journaliers, etc. vont toujours plus ou moins rester à l'écart de cet univers jacobin. Et même quand à partir de 92 on a cet élargissement social du mouvement jacobin, en réalité ceux qui continuent de tenir les rênes de l'appareil jacobin à Paris ou en province, ce sont d'abord des gens qui appartiennent plutôt à l'élite patriote. Juste pour rester sur ce point, ça veut dire que, si je vous suis bien, en 93, il n'y a pas correspondance terme à terme entre le club des Jacobins parisiens et le mouvement sans culotte populaire. Oui, et c'est toute la complexité de la Révolution où les étiquettes sont toujours difficiles à faire se superposer les unes aux autres. On l'a vu quand on a expliqué que les Girondins avaient été longtemps membres du club des Jacobins. Là, c'est pareil, on a l'impression que Jacobins sans culotte, c'est un peu la même chose. Peut-être même aussi, d'ailleurs, il y a l'étiquette de Montagnard qui se balade par là, on ne sait pas trop quoi en faire. Non, Jacobins et sans culotte, c'est pas la même chose. Les Jacobins ont pu s'appuyer sur le mouvement sans culotte pour faire avancer un certain nombre de leurs revendications, incontestablement. Mais inversement, en 1793-94, en l'an 2 de la République, quand à la fois les Jacobins sont puissants, mais le mouvement sans culotte parisien est puissant aussi, il y a des vraies réserves dans les deux sens entre Jacobins et sans culotte. Le mouvement sans culotte a ses propres structures d'engagement, notamment les sections de Paris. Et quand les sections de Paris vont être reprises en main par l'Assemblée nationale, la Convention nationale à partir de septembre-octobre 93, les sans culottes vont chercher les sans culottes, de mouvement populaire parisien, mais lui aussi plutôt composé de la petite bourgeoisie parisienne, les sans-culottes vont chercher d'autres formes d'engagement. Ils vont les trouver eux aussi dans des clubs de quartier, des clubs de section, mais ces clubs ne seront, sauf exception, pas affiliés au club des Jacobins. Donc là, et les sans-culottes, à certains égards, vont parfois être plus proches d'un autre grand club parisien, qui est le club des Cordeliers. Donc sans-culottes jacobins, parfois, il y a des combats communs, mais globalement, ce sont deux choses différentes. Il y a même d'ailleurs, de ce point de vue, un article de Soboul qui à un moment Albert Soboul qui essaie à un moment de penser le jacobinisme de manière un peu transhistorique, c'est-à-dire de le penser dans la durée, et justement il va opposer dans le mouvement ouvrier, en essayant de relire l'histoire du mouvement ouvrier, on est après 1968, il essaie de dire que dans le fond il y a une espèce de tension permanente dans le mouvement ouvrier entre le jacobinisme qui serait au contraire la révolution organisée, très structurée, etc., et le sans-culottisme qui serait justement l'inverse, c'est une révolution plus spontanéiste, etc. Ouais, donc c'est assez marrant, il essaie lui-même de théoriser cette opposition, lui qui est le grand historien des mouvements sans culotte, entre le jacobinisme qui l'oppose justement frontalement au mouvement sans culotte. Oui, alors là, évidemment, on retrouve aussi l'effet des événements du XXe siècle dont il a été témoin et contemporain. Un petit groupe de gens décidés, ça fait penser aux bolcheviks, et puis inversement, le spontanéisme des masses. Donc là, c'est toute la deuxième partie du livre, Guillaume Roubaud-Cauchy, vous avez pris en charge en grande partie, qui consiste à faire suivre à la trace, finalement, les héritages jacobins dans les appropriations politiques. Et c'est intéressant de voir comment les ambiguïtés initiales, que comme Sylvain vient d'écrire, se retrouvent ensuite dans les appréciations qui sont portées. Pour rester un instant sur ces membres initiaux des Jacobins, disons en l'an 2, est-ce que Jacobin rime avec masculin ? Oui et non.
C'est-à-dire, oui, parce que la quasi-totalité des clubs sont des clubs 100% masculins. Et le club parisien, par exemple, ne peuvent en être membres que des hommes. C'est vrai pour la quasi-totalité des clubs jacobins. Les 500 000 membres des clubs jacobins, ce sont, sauf à exception, des hommes. Mais néanmoins, les femmes sont admises comme spectatrices dans les tribunes à partir du moment où chaque séance devient publique. C'est le cas à Paris en octobre 1791. Et puis après, cette idée de publicité de chaque séance, elle sera générale en province dès 1792-1793. Donc il y a des femmes qui sont présentes dans les tribunes pour assister, mais elles assistent jamais de façon passive. Et là, Dominique Godineau avait bien montré depuis les années 1980 déjà comment les femmes savaient, pendant la Révolution, se saisir de la fonction de spectatrice pour peser sur le débat public. Ça peut être par des acclamations, en huant certaines prises de parole, mais parfois les clubs jacobins eux-mêmes, pour élargir la surface sociale de leurs revendications, essayent de s'appuyer sur l'engagement féminin de certaines femmes révolutionnaires en leur faisant par exemple rédiger des pétitions ou en leur faisant prendre la parole. Et à ce moment-là, ces femmes qui ne sont pas formellement membres des clubs jacobins savent elles-mêmes se servir de cette opportunité pour composer des textes rédigés par des femmes, faire signer ces textes par des femmes, prendre la parole. Dans le livre, on évoque des cas du côté de Saint-Malo, on évoque des cas du côté de Lorient et il y en aurait bien d'autres. Mais il faut aussi ajouter à ça quelques exceptions qui sont des clubs mixtes. Alors il y en a à Paris dès le début de la Révolution, on appelle ça les sociétés fraternelles. Il y en a même une qui siège dans l'ancien couvent des Jacobins, mais on voit là toute la difficulté, c'est-à-dire que cette société fraternelle parisienne n'est pas affiliée au mouvement jacobin. Elle en est très proche, mais elle n'est pas formellement affiliée. Il y a pu avoir quelques clubs mixtes qui relevaient en l'an 2 encore de cet univers jacobin. Le plus souvent, ces sociétés mixtes n'étaient pas vraiment affiliées au club des Jacobins et les Jacobins les regardaient un petit peu avec suspicion. Il faudrait encore ajouter à ça des clubs 100% féminins. Il y en a une cinquantaine en 1793 et 94. Enfin, pas 94 puisqu'ils sont interdits justement le 30 octobre 1793 par la Convention. Ces clubs de femmes, ils sont interdits à un moment où la Convention réaffirme l'exclusion des femmes des droits politiques. Mais jusqu'à l'automne 93, il y a pu avoir des clubs 100% féminins et ces clubs-là, généralement, ne sont pas affiliés aux Jacobins. Donc, dans l'ensemble, c'est un univers masculin. Mais les clubs féminins sont plutôt pas affiliés, généralement pas affiliés. Il y a certains clubs mixtes qui, la plupart du temps, sont pas affiliés. Mais les femmes, néanmoins, ont su aussi se faire entendre dans l'univers jacobin, notamment depuis les tribunes des spectatrices. Alors, il y a tout un passage dans le livre où vous racontez comment se déroule une séance aux Jacobins. C'est le premier chapitre, 1er janvier 1793. On suit un homme qui rentre et qui assiste à une séance. C'est quelque chose de très codifié, mais très codifié à tel point où on se demande finalement, par moment, et aussi en raison de la nature des sources, dans quelle mesure ces séances sont une sorte de chambre d'enregistrement de choses qui sont déjà établies ou de rapports de force qui se sont joués ailleurs, ou est-ce que c'est du vrai débat politique ? Voilà. Comment se déroule une séance et dans quelle mesure est-ce qu'il y a de la discussion politique, du désaccord, il y a de l'antagonisme qui se joue au sein de ces gens qui se vivent quand même tendanciellement comme unis autour d'idées communes. Oui, alors unis autour de grands principes qui sont les grands principes fondateurs de la Révolution et de la République, incontestablement. C'est un lieu où on fait de la politique. Alors, il y a eu des débats très vifs. J'ai évoqué tout à l'heure celui qui oppose Robespierre et Brissot, notamment fin 91, début 92, autour de la question de la guerre. Là, on est sur un vrai débat et une vraie opposition. Alors, on va dire, c'est deux ténors à ce moment-là. Oui, et puis on pourrait vous objecter, il n'y a pas encore le tribunal révolutionnaire. Il n'y a pas encore le tribunal. Qui peut-être réduit un peu la spontanéité de prise de parole hétérodoxe. Oui, c'est certain, mais néanmoins, les débats continuent ensuite. Il y a des débats, par exemple, encore en 93-94, sur, par exemple, quelle place donner aux Jacobins dans l'appareil d'État, à l'appareil public. Est-ce que les Jacobins doivent être une sorte de marchepied vers l'administration du gouvernement révolutionnaire, oui ou non? Il y a des positions qui s'affrontent là-dessus, et finalement, la position qui l'emporte, contrairement d'ailleurs à ce qu'on peut penser, c'est l'idée que les Jacobins ne doivent pas être une marche d'entrée dans l'administration publique de l'époque. Et c'est pas des petites questions. Quand on débat de ça, qu'on est en plein gouvernement révolutionnaire, en pleine période dite de la terreur, là, on est sur des choses fondamentales. Est-ce que les Jacobins sont un club politique ou en débat, ou est-ce qu'au contraire, c'est une béquille du pouvoir? Bon, c'est quand même des questions importantes. Les désaccords, ils peuvent aussi s'exprimer par tout un univers sonore. C'est-à-dire que quand on débat, il y a des acclamations,
on peut applaudir comme on peut conspuer, et ça participe aussi de la contradiction. Même Robespierre se fait contredire aux Jacobins parfois, y compris quand il propose des textes aussi fondamentaux que la Constitution de 1793 ou des choses comme ça. Une fois qu'on a dit ça, il faut aussi nuancer immédiatement, précisément en l'an 2, quand on imagine l'état d'exception avec le gouvernement révolutionnaire, avec le tribunal révolutionnaire, etc. On est à un moment où certains députés importants, c'est le cas de Robespierre, c'est le cas de Barrère, ça peut être le cas d'autres députés, de Couthon par exemple, viennent prononcer une seconde fois aux Jacobins des discours qu'ils ont prononcés le jour même à la Convention nationale. Et là, c'est vraiment dans l'idée moins de susciter le débat que de répandre une parole qui vaut même parfois quasi-intimidation. Oui, parce qu'il faut bien dire, les séances ont lieu le soir. Hein. Oui. C'est après 18h, donc il y a eu la séance de la Convention, et ensuite, c'est juste à côté, les députés, certains se rendent aux Jacobins et vont redoubler leurs propos politiques pour les membres du club, charge à eux ensuite de le diffuser plus socialement. Oui, c'est ça. Et par exemple, en mi-juillet 1794, Barrère, qui est membre du comité de salut public, vient prononcer pour la deuxième fois de la journée, après qu'il l'ait déjà prononcé à la Convention, un discours pour interdire des banquets qui se tiennent dans les rues de Paris. C'est un mouvement de dizaines de milliers de personnes chaque soir depuis 15 jours, depuis le début juillet 94 à Paris. Le comité de salut public veut interdire ce mouvement des banquets tout simplement parce que ces banquets demandent la fin du gouvernement révolutionnaire, donc la fin du comité de salut public. Et Barrère vient prononcer une seconde fois ce discours aux Jacobins pour stopper cet élan. Et ça va permettre de stopper cet élan. Donc là, on comprend bien qu'il n'y a pas forcément de visée contradictoire là-dedans. Néanmoins, même en l'an 2 encore, il y a quand même des débats, je le disais, avec cette limite qu'il faut comprendre, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité du désaccord, il y a une possibilité du débat, à condition, et c'est la limite évidemment, et d'une certaine façon c'est une limite terrible, à condition qu'on reconnaisse l'autre, le contradicteur, comme un révolutionnaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on le considère comme quelqu'un de vertueux, au sens de la vertu robespierriste, c'est-à-dire quelqu'un qui veut l'intérêt commun, l'intérêt général, qui respecte les lois, à partir du moment où on le reconnaît comme quelqu'un qui est dans ce cadre-là, qui est un révolutionnaire, on accepte qu'il ait une position différente. Encore au début 94, quand la révolution, dit Saint-Just, est glacée, il y a encore cette possibilité-là et on débat encore au club à ce moment-là. Mais voilà, c'est toute la limite. C'est à partir du moment où quelqu'un n'est plus reconnu comme révolutionnaire, à ce moment-là, il n'y a plus de débat possible. Oui, d'ailleurs, on avait reçu à ce micro Colin Jones pour son livre sur la chute de Robespierre, et vous le rappelez dans le livre, c'est très éclairant de voir que le jour même où Robespierre est arrêté, les Jacobins ne sont pas unanimes sur ce qui doit se passer, est-ce qu'on doit se ranger de son côté, parce qu'il a été libéré en partie par la commune insurrectionnelle, donc en gros il y a deux pouvoirs dans Paris, la Convention, la commune, de quel côté on se range. Et d'une certaine manière, le meilleur signe que ces Jacobins ne sont pas tout puissants et n'ont pas la toute-puissance qui leur sera prêtée après, de sorte de grands maîtres tirant les ficelles de la Révolution, c'est que au moment clé où il fallait ou pas appuyer Robespierre et finalement maintenir ce qu'on a pu nommer par la suite une dictature, ils l'ont pas fait et ils se sont retrouvés un peu divisés, incertains, incapables d'agir au bon moment dans une journée d'une grande confusion. Donc le moment même de la chute de Robespierre illustre l'absence finalement de toute puissance du club. Oui, et là, de ce point de vue-là, ça révèle toutes les limites de leur influence au grand jour. Et c'est pour ça qu'à bien des égards, la fin commence pour les Jacobins ce jour-là même. Parce qu'on a pensé à l'époque que ce club était redoutable et qu'il pouvait mobiliser les foules. Et on se rend bien compte, le 9 Thermidor, que tout ça a de sérieuses limites. Le club ne sait pas quoi faire. Le 9 Thermidor, en réalité, d'ailleurs, normalement, il commence à 18h. Effectivement, ce jour-là, il se réunit à partir de 19h. Et il y a dans cette heure supplémentaire quelque chose comme une incertitude qui est à l'échelle de toute la journée. Ça a commencé au milieu de la journée, les événements du 9 Thermidor. Et là, le club ne sait pas quoi faire. C'est-à-dire qu'il va commencer par soutenir Robespierre, puis finalement, on revient sur ce soutien. Il y a des gens qui prennent la défense de Robespierre, qui sont applaudis par les tribunes, mais après, il y a d'autres positions inverses qui se font entendre. Et le club n'arrête pas de tergiverser et finit par prendre à peu près aucune décision jusqu'à ce que la Convention vienne fermer les portes du club et renvoyer tout le monde chez soi. Et là, à ce moment-là, on comprend à quel point, même en 94 encore, à ce moment-là encore, il y avait des positions divergentes. Robespierre et les siens, et Saint-Just, et Couthon, et Lebas, et d'autres étaient certes très influents, mais même à ce moment-là encore, ils avaient des contradicteurs au sein du club des Jacobins. Peut-être pour terminer sur ces opinions divergentes à l'intérieur du club, vous montrez bien qu'il n'y a pas un projet continuel jacobin, qu'il y a des idées différentes sur différents aspects, mais notamment si on revient sur cet enjeu central, c'est cette idée que les Jacobins auraient été des centralisateurs.
Est-ce qu'il n'y a pas une confusion, au fond, entre l'idée d'une république indivisible, à laquelle ils sont attachés, et d'une république centralisée? Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Indivisible, c'est absolument fondamental pour eux, comme pour finalement tous les patriotes, mais ce n'est pas pour autant que Paris doit être la tête d'une pieuvre administrative enserrant toute la France. Finalement, c'est beaucoup plus le Directoire, Bonaparte, qui vont créer un État administratif centralisé, que ce que les Jacobins avaient imaginé, qui était plutôt une forme de système équilibré. Il y a des municipalités, des départements, il y a la Convention, enfin voilà. Il n'y avait pas une verticalité jacobine assumée. L'indivisibilité, c'est pas tout à fait la même chose que la centralisation. Oui, alors le principe un des principes qui les soude, c'est pas le seul, mais c'est effectivement le principe de l'unité et de l'indivisibilité de la nation. Mais ce principe-là, à bien des égards, Sieyès l'a posé dès janvier 1789 dans son pamphlet Qu'est-ce que le tiers-État? Et en janvier 1789, on est 11 mois avant la création du Club des Jacobins. Donc c'est pas une idée spécifiquement jacobine, c'est une idée qu'on retrouvait dans la Constitution de 1791 qui établissait une monarchie constitutionnelle. C'est un principe qui va être réaffirmé par la Convention nationale le 25 septembre 1792, à un moment où la Convention est dominée par les Girondins. Quand on regarde le projet de constitution présenté par les Girondins via la personne de Condorcet, on retrouve dès la première ligne le principe de l'unité et de l'indivisibilité de la nation. C'est cette idée tout simplement qui contredit le modèle juridique et administratif de l'Ancien Régime qui reposait lui sur une inégalité des coutumes, des lois, etc. C'est l'idée d'une même loi pour toute la nation, issue d'une seule et même représentation nationale et devant s'appliquer de façon uniforme à l'échelle du pays, tout simplement pour assurer l'égalité devant la loi des citoyens. Ce principe-là, les Jacobins y sont attachés, les Girondins y sont également très attachés et bien d'autres révolutionnaires y sont également attachés. Au fond, l'accusation de centralisation pour les Jacobins, elle va précisément venir des Thermidoriens, c'est-à-dire du lendemain de la chute de Robespierre. En fait, ce terme apparaît même le 11 Thermidor, le lendemain de l'exécution de Robespierre, dans la bouche de Barrère, qui était membre du comité de salut public, et qui, ce jour-là, à la Convention, parle de Robespierre en disant qu'il avait voulu une centralisation totale pour asservir le pays, pour tyranniser le pays. Et là, on est bien dans la justification par les Thermidoriens du coup de force qu'ils viennent de commettre les 2 jours précédents. Comment justifier ce qui vient de se passer, c'est-à-dire l'élimination quand même d'une centaine de personnes sans procès, aucun, constatation d'identité, guillotine, fosse commune, eh bien en disant, voilà, on a libéré la République d'apprentis tyrans qui voulaient tyranniser le pays. Ils avaient un chef, c'était Robespierre. Et Barrère dira, Robespierre voulait une centralisation totale, comme synonyme de monarchie, d'asservissement. Maintenant, la question, auquel les Thermidoriens vont devoir répondre, c'est quoi Robespierre? Et là, ils ont un problème, parce que Robespierre, on peut le présenter comme un député, on peut le présenter comme un membre du comité de salut public, c'est-à-dire comme un membre du gouvernement révolutionnaire. Or, les Thermidoriens n'ont certainement pas l'idée de mettre un terme au gouvernement d'exception et au gouvernement révolutionnaire. Et donc, en fait, ils vont assigner Robespierre au jacobinisme. Robespierre, c'est les Jacobins. La centralisation totale, c'est les Jacobins. Parce que, comme ça, à la fois, on légitime ce qui vient de se passer, mais en même temps, on disculpe le gouvernement révolutionnaire. C'est pas la faute du gouvernement révolutionnaire, c'est la faute des Jacobins. Les Jacobins, c'était une sorte d'inquisition, contrôlée par un grand maître, Robespierre, qui voulait tout asservir par une centralisation totale. Donc ça, c'est vraiment un mot d'ordre qui se forge après coup pour justifier ce qui s'est passé. Et il est intéressant de rappeler quand même effectivement que ces Thermidoriens vont, au cours de l'an 3, l'année qui suit l'élimination de Robespierre, élaborer une nouvelle constitution, celle du Directoire. Et cette constitution du Directoire est beaucoup plus centralisatrice que le gouvernement révolutionnaire de l'an 2. Elle fait vraiment de la centralisation de l'État et de l'administration un principe de gouvernement. Et on voit bien là combien ces gens qui ont maintenu le gouvernement révolutionnaire pendant 1 an après la chute de Robespierre, qui vont après cette année-là, mettre en place la constitution du Directoire qui est très centralisatrice, n'ont certainement pas renversé Robespierre par désir de décentralisation. Et évidemment, par ailleurs, et enfin, la période napoléonienne, consulat, empire, fera encore franchir un palier de centralisation avec son système de préfets, de sous-préfets, etc. Alors on entre de cette façon-là dans la deuxième partie du livre, et donc qu'on ne s'étonne pas d'avoir peu entendu jusqu'ici Guillaume Robocochy, parce que c'est davantage lui qui a pris en charge ce volet posthume en quelque sorte des Jacobins. Le club est fermé en 1794, et puis ensuite les résurgences du jacobinisme n'auront de cesse d'être condamnées, soupçonnées, désignées comme des dangers par les régimes successifs, depuis le Directoire jusqu'à Bonaparte, l'Empire et la Restauration. Et du coup, c'est aussi dans cette période d'éviction du jacobinisme qu'il naît. Il naît finalement du moment où il est
supprimé en tant que réseau politique agissant de gens qui se rencontrent concrètement pour discuter dans un club qui s'appelle les Jacobins. Mais du coup, en disparaissant dans sa dimension concrète, il apparaît dans sa dimension idéologique, c'est-à-dire une étiquette que beaucoup de gens, aussi bien dans différents registres, on va dire, politiques, différents camps politiques, vont être ravis d'employer. Alors, il y en a un qui est très connu, sans doute, c'est l'abbé Baruel, Mémoire pour servir l'histoire du jacobinisme. Donc, comment se joue cette construction des Jacobins post-Thermidor comme le danger révolutionnaire par excellence ? En réalité, c'est pas une question extrêmement simple parce que derrière ce mot, on va avoir des définitions qui sont en réalité parfois convergentes et parfois assez différentes. Il y a évidemment l'héritage de Thermidor directement et thermidorien, mais il y a plusieurs couches qui vont se mêler. Ce qui est intéressant en tout cas, c'est que en assez longue durée, derrière le mot jacobin, il y a évidemment tout ce volet de terreur qu'on a pu évoquer, mais assez vite, le mot va se doter d'une connotation démocratique. C'est-à-dire que d'un côté, si on prend ceux qui sont plutôt hostiles, si je puis dire, comme Germaine de Staël ou d'autres, par exemple, ils vont bien sûr insister sur la dimension de violence, etc. Mais il y aura très vite la question ces gens-là sont médiocres et sont très attachés à l'égalité, à une dimension très démocratique. Et de l'autre, vous allez avoir quelqu'un qui va jouer une importance considérable, qui est Buonarroti, en 1828, avec son ouvrage, qui a priori ne porte pas centralement sur les Jacobins, puisqu'il porte sur Babeuf, mais en réalité, cet ouvrage qui porte sur Babeuf, en réalité, il s'attarde longuement à proposer une sorte de synthèse d'histoire de la Révolution, et dans cette synthèse, il insiste beaucoup sur une certaine orientation de Robespierre et des Jacobins qui serait une orientation particulièrement démocratique, allant même jusqu'à mettre en cause, ou en tout cas à ne plus mettre au premier plan la question de la propriété, qui n'est plus un droit naturel, mais un droit qu'on peut discuter partant de là. Et donc, ce qui fait qu'on a, notamment après 1830, c'est-à-dire le moment où on a refermé la parenthèse, comment dire, de la Restauration, et où donc tous les enfants de 1789 n'ont plus à se serrer les coudes dans l'adversité, à partir de 1830 en particulier, on a donc cette espèce de lecture opposée mais convergente qui va dénoncer un jacobinisme démocratique égalisateur, soit pour le promouvoir, ça c'est la version Buonarroti, soit au contraire pour le condamner, ça c'est la version plus libérale. Et donc ça va donner une espèce de force à cette, alors plus ou moins réelle, puisqu'on a vu qu'en réalité le fondement du jacobinisme c'est plus compliqué que ça, mais en tout cas derrière ce mot vont se rassembler des gens, soit pour dénoncer, soit pour approuver, qui sont les partisans d'autre chose que la monarchie de Juillet, qui se veut le prolongement de 1789, mais sur un mode qui pousse pas très loin les enjeux démocratiques ou les questions sociales. Dans cette construction posthume du jacobinisme, que deviennent les anciens jacobins eux-mêmes? Des hommes âgés, souvent dans le dénuement, isolés. Est-ce qu'ils mettent leur voix dans la construction de cette image postérieure de ce qu'a été ce mouvement? Alors c'est assez variable parce que en réalité, faut voir un petit peu les enjeux de chronologie. Ça veut dire que les anciens jacobins, il faut déjà qu'ils aient survécu à pas mal de problèmes. C'est-à-dire il faut avoir survécu à Thermidor, il faut avoir survécu au moment de Terreur Blanche, il faut avoir survécu à la Restauration. Donc il y a plusieurs figures comme ça qui sont intéressantes, notamment qui ont été un peu immortalisées par la littérature plus ou moins, où on voit des personnages parfois un petit peu à l'écart et proscrits. Donc c'est assez différent. Parfois il peut y avoir des règlements de compte, des relectures a posteriori à la question de au comte de Monte Cristo, où voilà, le père, je ne sais plus quel est le personnage, mais enfin, il y a un ancien jacobin dissimulé et qui joue un rôle dans l'intrigue. Enfin voilà, la littérature effectivement des années 1830-1840 est remplie de figures jacobines sous un faux nom, cachées, etc., qui continueraient d'agir, d'exister un peu souterrainement. Oui, et puis même plus tard, encore dans Les Misérables, au début, alors on ne sait pas exactement si les jacobins, mais enfin en tout cas c'est un ancien conventionnel en tout cas, et il y a une discussion assez émouvante entre Monseigneur Bienvenu, si je me souviens bien, c'est au début, et puis cette ancienne figure-là qui est un peu prostrée à l'écart, et où il montre en réalité, forcément c'est Hugo, mais là on est après, j'avance un peu trop vite, qui montre un peu la rectitude morale finalement de ce personnage mis à l'écart et au banc. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que la transition de mémoire la plus forte avec les gens de 1830 et de la suite, de ceux qui vont se revendiquer du jacobinisme, elle se fait quand même surtout par cette espèce de passeur central quand même, qui est Buonarroti, qui est cette figure-là, et qui lui va proposer une lecture babouviste en quelque sorte de Robespierre et du jacobinisme, c'est-à-dire démocratique et sociale.
Les historiens du 19e siècle n'ont pas toujours été tendres avec les Jacobins, y compris ceux qu'on aurait pu penser comme Michelet, finalement favorable à l'esprit, à l'élan révolutionnaire. Edgar Quinet, Michelet, contribuent à construire les Jacobins comme les contre-modèles de ce que la révolution libérale du 19e siècle devrait faire. Oui, c'est assez frappant et effectivement, on n'entendrait pas forcément le coup de cette direction-là, mais il est pourtant asséné très violemment, puisque il y a beaucoup de raisons à cela. Chez Michelet, en tout cas, il y a au moins un élément qui est la question de l'anticléricalisme. Évidemment, ce qui horrifie quand même Michelet, c'est Robespierre, grand prêtre du culte de l'être suprême. Ça, on voit bien qu'il y a quand même quelque chose ici qui est une espèce de chose qui revêt avec beaucoup de force et un petit côté structure inquisitoriale en quelque sorte qui présente là. Donc on connaît des phrases célèbres, voilà, les Jacobins sont l'œil de la Révolution, etc., etc. Il y a des passages très très durs de Michelet contre cela, mais ça s'inscrit aussi dans un moment donc où ce que j'ai appelé, moi je suis pas 19e d'abord, mais c'était parce que moi j'avais en tête les années 1968, donc je l'appelais les années 1848 parce qu'il se passe des choses un peu avant 1848 et un peu après 1848, notamment par rapport à ce rapport au jacobinisme. Et donc dans ces années-là, effectivement, on a aussi des attaques qui sont de plus en plus fortes par rapport au jacobinisme, soit comme un modèle dangereux, soit comme un modèle dépassé. Dans le cas de Quinet, il y a quand même l'idée que c'est un modèle dangereux. Ça veut dire qu'ici, on pointe bien le côté... Un des grands enjeux, c'est quand même... Quinet, c'est pas tout à fait la même chronologie, puisque Quinet, on va se retrouver plutôt dans les années 60, donc plus tard par rapport à Michelet un petit peu, mais on écrit donc sous le Second Empire. Et c'est la méditation d'un vieux républicain sous le Second Empire, régime de grave atteinte aux libertés. Et donc ici, la question de la centralité de la liberté, elle est posée avec force. Et disons que les Jacobins, ou l'image qu'on s'en fait, peuvent apparaître comme une menace par rapport à cela. Et l'idée que finalement, même s'ils sont très hostiles à l'Ancien Régime, finalement, ils en emploient les moyens, en quelque sorte. Oui, il y a cette idée que les Jacobins, et c'est une idée tocquevillienne aussi, hein, les Jacobins, finalement, auraient prolongé le caractère centralisateur et absolu de la monarchie dans leur propre pratique politique, et du coup, ce ne serait pas le modèle à suivre pour un 19e siècle qui devrait inventer d'autres formes de gouvernement. C'est vrai aussi chez quelqu'un comme Lamartine. Lamartine, quand il devient un républicain ardent dans les années 1840, il publie une histoire des Girondins. C'est pas du tout un hasard. C'est vrai, il publie d'abord une histoire des Girondins, même si on dit souvent qu'après il se trouve lié à la famille Lebas et que finalement, parti pour être très pro-girondin, finalement son histoire des Girondins est moins anti-jacobine que ce qui était pensé et prévu peut-être au départ. Et dans le même temps, en tout cas, la description qu'il fait de Robespierre, mais là il rejoint d'autres, c'est pas du tout un homme, on va dire, qui apparaît comme particulièrement mauvais dans le sens où il serait opportuniste, traître. Enfin, il y a des choses qui sont dites de Robespierre dans la littérature anti-robespierriste qui sont très incisives, si je puis dire, et qui ne reprend pas à son compte. Mais par contre, il reprend cette idée qu'on trouve depuis longtemps d'un Robespierre, on va dire, idéologue. Voilà, il dit, voilà, il est complètement pénétré de théories rousseauistes et il ne voit pas le monde. Il est complètement emporté par cette vision dogmatique. Donc c'est vrai qu'il y a cette dimension-là. Et Lamartine, par ailleurs, dans la réédition de son histoire des Girondins, durcira encore le trait par la suite. Donc c'est vrai qu'il y a dans cet héritage du 19e siècle, il y a quand même beaucoup de lectures négatives et qui vont crescendo en quelque sorte, y compris du côté où on pourrait ne pas les attendre, si je peux dire, à partir des années 40, 50, 60. Oui, y compris du côté du mouvement ouvrier, où on va trouver des gens comme les guédistes par exemple. Pour les Jacobins sont trop bourgeois. Ils sont trop bourgeois, c'est des députés poudrés comme Robespierre, et donc c'est pas la voix du peuple et la voix du prolétariat qui s'exprime. Donc finalement, c'est compliqué de les assumer pleinement, ces Jacobins, et c'est compliqué fondamentalement parce que, à travers eux, c'est la République qui apparaît un danger. Donc finalement, pour tous les régimes qui veulent tourner la page des violences et des troubles révolutionnaires, les Jacobins, c'est toujours cette idée que République égale révolution, égale terreur, égale danger, égale violence, et que cette équation-là, il faudra beaucoup de temps pour la défaire, pour la dénouer. Ça, c'est tout à fait l'optique de Quinet, par exemple, cette idée-là, cette association-là, c'est tout à fait net, et que reprend Ferry dans des polémiques qu'avait déjà mises au jour François Furet jadis. Mais si on prend la question des socialistes,
il y a cette idée sans doute, mais il y a aussi une autre perspective qui est celle qu'avait déjà soulevé Proudhon à sa façon, c'est-à-dire que la question du 19e siècle, ça n'est plus la question des Jacobins. D'accord, peut-être qu'ils étaient plus démocratiques, plus sociaux, mais à la fin, ils ne pensaient pas une alternative fondamentale par rapport à la société telle qu'elle se proposait. Et donc, ce que les socialistes doivent proposer, c'est quelque chose de différent. Puis par ailleurs, il y a des enjeux de distinction à l'intérieur du camp des républicains ou de ceux qui sont à la gauche, si je puis dire, de la fin du 19e siècle. Si je reviens aux guédistes, par exemple, c'est que les radicaux vont se présenter comme étant, à certains égards, à bien des égards, comme étant les continuateurs, si je puis dire, des Jacobins. Or, si les radicaux ne sont pas les socialistes et les socialistes ne sont pas les radicaux, alors se démarquer des radicaux, c'est aussi proposer quelque chose de différent pour l'avenir et donc aussi avoir un rapport différent par rapport au passé. Ça veut dire que l'idole des radicaux ne peut pas être tout à fait l'idole des socialistes qui visent autre chose. Et donc, ils insistent souvent sur la dimension alternative par rapport à cela. Comme Simien, si je me retourne vers vous un instant pour évoquer cette fin du 19e, du 20e siècle, pour les historiens de la Révolution, il y a quand même un héritage de la période très concret, qui est une institution, la Société des études robespierristes, qui est née en 1902, et donc qui a un moment de réappropriation dans la profession historienne de l'héritage jacobin. Oui, et qui naît aussi d'une opposition entre deux personnes, qui naît de l'opposition entre Alphonse Hollart, qui était le premier titulaire de la chaire d'histoire de la Révolution à la Sorbonne, et qui, lui, était à ce moment-là un républicain proche des radicaux, et qui a beaucoup édité des documents jacobins. Qui a d'ailleurs édité la somme des documents pour l'histoire des Jacobins, où on retrouve le contenu, au moins d'une partie des séances, puisqu'on n'a pas les procès-verbaux de ce club. Et Hollart, comme beaucoup de républicains de la Troisième République, met beaucoup en avant la figure de Danton, et il va s'opposer à Albert Mathiez, un de ses élèves, qui, lui, va faire le choix plutôt des socialistes, et qui, lui, va en opposition au maître Hollart, défendre la figure qu'on associe à l'adversaire de Danton, et d'ailleurs on pourrait en discuter, parce que longtemps ils ont plutôt été proches dans le combat politique, c'est-à-dire celle de Robespierre. Et donc il va fonder la Société des études robespierristes, qui bientôt sera accompagnée d'une revue, les Annales révolutionnaires, qui deviendront plus tard, dans les années 20, les Annales historiques de la Révolution française. Toujours revue de référence aujourd'hui. Toujours revue internationale de référence sur la période, et qui se donne notamment pour but d'éditer les œuvres complètes de Robespierre. Là aussi, c'est une mission qui a été continuée jusqu'à très récemment, puisque le dernier volume des œuvres complètes de Robespierre a été édité par la Société des études robespierristes, sous la direction notamment d'Hervé Levers. Donc voilà, c'est cet enjeu qui est un enjeu politique entre radicaux, socialistes, qui passe par la convocation du passé révolutionnaire. Mais le 19e siècle a quand même beaucoup fait de la politique en écrivant l'histoire de la Révolution française. On parlait des socialistes, une des œuvres majeures de la fin du siècle, c'est l'histoire socialiste de la Révolution française de Jean Jaurès. Mais avant ça, Louis Blanc avait écrit une histoire de la Révolution. À l'époque, Thiers avant, dans une toute autre optique, faire de la politique au 19e siècle, c'est aussi écrire l'histoire de la Révolution française. Et là, on le voit avec deux figures académiques, Hollart et Mathiez, qui s'opposent autour d'une opposition qui est pour partie personnelle, qui est pour partie politique, et qui se fait par figure interposée, Danton d'un côté, Robespierre de l'autre, et ça donnera notamment naissance à la SER, Société des études robespierristes. Alors on ne peut pas reprendre chaque épisode au cours desquels le jacobinisme a été ressuscité, rediscuté, remis en jeu. Il y en a de nombreux, depuis la Commune, la Révolution bolchevique, la Résistance, ou encore évidemment le bicentenaire de 1989. Il y en a quand même un qui est singulier, c'est la résurgence d'un référent jacobin à Alger en 1958, avec le fameux comité de salut public fondé au moment où ceux qui se revendiquent de Gaulle prennent d'assaut le gouvernement général d'Alger et puis vont commencer le processus qui met fin à la 4ème République. C'est assez singulier comme réapparition. Alors ça, c'est vrai que c'était un moment intéressant de cette recherche, cette enquête qui mêle synthèse et en même temps des travaux un peu nouveaux, des recherches, parce que effectivement, les historiens de l'Algérie française, je leur ai posé un peu la question, ils me disent « Ah oui, je sais pas, enfin, ils n'avaient pas tellement creusé cette question-là. » Alors pourtant, comité de salut public, c'est quand même tout à fait étonnant. Surtout que dans les gens de ce côté-là, il y a quand même beaucoup de contre-révolutionnaires
traditionnelle. Et en réalité, pas seulement, on trouve, alors je pense qu'il faudrait pousser encore plus loin l'enquête de ce côté, on trouve en fait parmi les gens qui vont pousser ce comité de salut public, quelqu'un qui va dire plus tard, après l'échec, qui dit je ne suis en tout cas pas un réactionnaire, je suis peut-être un fasciste, mais je ne suis pas un réactionnaire. Et justement, il va lui faire une espèce de grande généalogie et il va se revendiquer de ses ancêtres qui seraient morts au moment de 1851 sur les barricades en s'opposant en l'occurrence au coup d'État Louis-Napoléon Bonaparte. Et lui-même, on sait que dans sa famille, il est aussi d'un ancrage du monde du radicalisme. C'est la Gaillarde. Hein, c'est exactement, c'est la Gaillarde. Et donc, dans ce monde du radicalisme, c'est vrai que la figure de Robespierre, elle est très longtemps très présente. Donc, on se retrouve avec cette espèce de chose un peu étrange, c'est qu'effectivement, des gens dont on ne peut pas considérer qu'ils soient des républicains purs et durs, en tout cas, c'est pas a priori l'idée qui vient tout de suite, vont forger ce terme comité de salut public. Et en même temps, après, quand on regarde, quand on cherche, eh ben on trouve rien. Ça veut dire on trouve pas de comité de salut public, on pourrait penser que ça s'accompagne de citations de Robespierre, de Saint-Just, etc. Et en fait, non. Est-ce que c'est pas l'idée qu'on suspend le fonctionnement démocratique ordinaire des institutions, c'est-à-dire que de la même manière qu'on a suspendu la Constitution de 93, on suspend la Constitution de la 4ème République pour dire là, l'urgence est telle que on doit regrouper dans un petit nombre de mains les moyens d'agir. En fait, sans doute, là, il faudrait être un peu prudent, mais sans doute y a-t-il derrière ça. Moi, ça me fait penser pas mal à l'usage que les radicaux font du mot jacobinisme pendant longtemps. C'est-à-dire que c'est un usage galvanisateur, mais dont le contenu est assez insaisissable. Et donc, comité de salut public, ça dit ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que vous avez indiqué là, ça dit mobilisation générale, ça dit en avant, mais c'est tout. Voilà. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a quand même cette assimilation sur 2 siècles entiers, Jacobins et Comité de salut public. Or, le Comité de salut public, qui est un comité de gouvernement qui est au sein de la Convention nationale, qui est composé de 12 députés, puis de 11 à partir du moment où Hérault de Séchelles sera lui-même guillotiné au printemps 94, est un comité de gouvernement composé de députés, mais qui n'a a priori pas à voir avec les Jacobins. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de membres. Ils ne sont pas tous Jacobins. Ils sont d'ailleurs pas tous. C'est-à-dire qu'il y a quand même au moins 3 des 12 puis des 11 qui ne sont pas du tout jacobins, donc Arnaud qui est quelqu'un de très important. Mais sur la durée, on assimile comité de salut public jacobin au point qu'on parlera de dictature pour l'an 2, la fameuse terreur, en disant dictature jacobine de salut public, comme si le comité de salut public était une sorte d'organe jacobin, ce qui est pour le moins très discutable. Comme si bien, quel document aujourd'hui disparu des Jacobins vous aimeriez retrouver ? La liste des membres, peut-être. La liste des membres qu'on n'a pas. Alors, on en a certaines pour le tout début, mais pas ensuite, notamment pas pour l'an 2. Et ce serait sans doute intéressant. Et puis quand même, peut-être que les procès-verbaux des débats au club des Jacobins, ce serait très très bien aussi. On voit qu'il reste des recherches à mener, mais que vous avez proposé une très belle synthèse avec beaucoup de perspectives, aussi bien sur la Révolution que sur les 2 siècles qui ont suivi. Merci à tous les deux. Est-ce que je peux vous demander, pour finir, un conseil de lecture que vous voudriez partager à ce micro ? Moi, j'ai trouvé par exemple que là, il y a une très belle exposition au musée Carnavalet. Et à cette occasion, Éric Vuillard, qui est un romancier, bien sûr, a écrit un très beau texte liminaire. Et je trouve qu'il y a toujours beaucoup de stimulation quand on est historien à se confronter à ce que peuvent proposer des écrivains, surtout des écrivains pétris d'histoire comme Éric Vuillard. Donc, par exemple, voilà, on peut aller peut-être jeter un coup d'œil à ce catalogue. Et pour rester dans le registre de la littérature, il y a un livre que je trouve très très fort et formidable qui tourne autour de 1794 aussi. C'est Jean-Philippe Domecq, Robespierre dernier temps, sur les 60 derniers jours de Robespierre. Il y a question des Jacobins, mais pas que, aussi de l'épuisement physique, moral, mental de ces révolutionnaires qui pour beaucoup sont au bout du rouleau. Et c'est sans conteste un très beau livre écrit dans les années 1980, disponible en poche et qui vaut le coup d'être lu. Alors moi je vais ajouter un conseil parce qu'il passe en poche et c'est un grand classique, un livre admirable, c'est le livre de Timothy Tackett, comment par la volonté du peuple, quand les députés sont devenus révolutionnaires de 1789, voilà un livre magnifique qui montre bien ces dynamiques progressives qui font que les identités politiques se transforment et ne sont pas figées une fois pour toutes, et ça c'est je pense une des leçons de votre livre, c'est pas une identité figée jacobin mais c'est des processus et des réseaux et pas un bloc indivisible. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci d'avoir écouté l'émission. Rendez-vous sur le site parolehistoire.fr pour retrouver l'intégralité des épisodes et des séries thématiques. Rendez-vous également une semaine sur 2 le vendredi avec Alexandre Jublin sur le fil du collimateur pour le podcast d'histoire de la guerre et des conflits armés, Le fil de l'épée.
N'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur le podcast, notamment sur iTunes ou Spotify. Et à bientôt pour un nouvel épisode.